Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Vous êtes politologue, auteur de nombreux livres, dont le dernier que je signale, Le goût de la politique, un livre qui a reçu cette année le prix du livre politique 2024. On est donc à J-4 du premier tour des législatives. Les sondages livrent jour après jour la même photographie. Quasiment. On a 3 blocs avec un RN devant à autour de 36%. C'est la dernière livraison de notre partenaire l'IFOP qui nous l'indique aujourd'hui. C'est ça. En effet, il y a bien cet espace tripolaire maintenant auquel on va peu à peu s'habituer. D'un côté, en effet, une gauche sous influence LFI, de l'autre, le RN avec ses quelques alliés, les amis d'Éric Ciotti, et puis le reste. L'arc central qui n'a pas encore trouvé son mode d'organisation pour exister vraiment en tant que tel. Mais cependant, le paysage bouge un peu quand vous regardez les enquêtes. D'abord, le niveau de participation que l'on anticipe ne cesse de monter. C'est bon signe, on l'avait vu déjà d'ailleurs dans le mouvement pour les procurations, on l'a vu dans le taux de participation des Français de l'étranger qui ont déjà voté dans certains endroits qui est élevé. Et là, on peut aller vers presque 2/3 de Français qui se déplacent. Ça sera véritablement une véritable reprise après des dernières élections législatives qui en 2022 avaient battu le record historique de l'abstention. Donc là, ça bouge. À qui ça va profiter? C'est ma question. Voilà. À qui ça va profiter? Eh bien, écoutez, j'ai fait une analyse il y a quelque temps, qui avait été publiée par le quotidien Le Monde, sur les abstentionnistes, parce que je me posais déjà la question, les abstentionnistes des élections européennes. Et j'avais distingué différents types d'abstentionnistes, ceux qui sont enquistés dans l'abstention, ceux qui se disent « je suis abstentionniste, mais je pourrais éventuellement y aller ». Et dans toutes ces catégories d'abstentionnistes, quand on leur posait la question oui, vous vous abstenez, mais enfin, de quelle force politique vous vous sentez, non pas le plus proche, mais le moins éloigné? C'était le RN qui arrivait en tête. Donc, ce qui veut dire que le RN a encore ça de veut la dire réserve. De la réserve. Bien c'est sûr, ça que ça signifie. Il a encore de la réserve. Et là aussi, ce sont les derniers éléments. On s'aperçoit que dans les sondages, le RN n'a jamais été aussi haut et devient de manière claire, très nettement devant la gauche et encore plus nettement devant ce qui reste de la majorité présidentielle. Le RN est en position d'ultra-parti dominant. Et sous la 5e, quand vous êtes un parti dominant, vous profitez du mode de scrutin majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire que cette position dominante, vous faites beaucoup plus d'un tiers des électeurs qui s'apprêtent à participer, ça peut vous autoriser à avoir la majorité absolue des sièges. Ça avait été le cas pour le PS en 1981, ça avait été le cas pour les formations qui soutenaient le général de Gaulle, par exemple, en 1962. Donc, vous voyez, ce scrutin dont le RN disait lui-même qu'il le desservait et il réclamait à corps et à cri la représentation proportionnelle, eh bien maintenant c'est un scrutin qui va lui servir. Peut-être, on verra, les Français vont se décider aussi dans les 3 derniers jours. Tout n'est pas écrit, mais on peut avoir en effet, un RN qui soit très proche de la majorité absolue. Ça, vous y croyez à ce scénario? Oui, c'est un scénario tout à fait envisageable. C'est un scénario crédible et dans les anticipations, il faut que tous les acteurs politiques s'y préparent, il faut tout imaginer. Finalement, on se rend compte que la dynamique qu'il y avait eu au moment du scrutin des européennes, elle est finalement la même que pour les européennes. Bien sûr, parce que si vous voulez, en quelques jours, en quelques maigres semaines, les Français ne vont pas changer du tout en matière politique. Les gens viennent de s'exprimer, certes, dans un scrutin proportionnel, dans une seule circonscription. Ils vont s'exprimer dans le scrutin majoritaire, dans 577 circonscriptions. Donc il va y avoir quelques rectifications, quelques réglages, mais ils ne vont pas dire le contraire de ce qu'ils ont dit 3 semaines plus tôt. C'est peut-être un peu d'ailleurs l'erreur du président de la République d'avoir cru que les Français pouvaient en un temps aussi court inverser une tendance qui était claire. Les élections européennes. Parce que ça contredit effectivement la décision surprise du président de la République qui, il faut le dire, a joué aussi sur une campagne éclair pensant à un sursaut en sa faveur. Pensant à un sursaut en sa faveur, mais peut-être qu'il y a une erreur de diagnostic. Parce qu'au fond, la surprise, la disruption, comme ils disent souvent chez les macronistes, ça avait marché en 2017, ça a marché en 2022, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout lorsque la figure qui incarne le camp présidentiel, à savoir la personnalité d'Emmanuel Macron, est l'objet de plus en plus de rejets.
C'est-à-dire qu'il polarise, à tort ou à raison, hein. Parfois, on a même l'impression que c'est un peu injuste, hein, mais il polarise une forme d'hostilité qui est maintenant plus importante que l'hostilité qu'il y a vis-à-vis de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Et j'avais toujours dit dans le passé, le jour où l'anti-macronisme sera plus fort que l'anti-lepénisme, eh bien, le RN sera aux portes du pouvoir. Un président de la République qui s'est exprimé cette semaine à travers une lettre, à travers un podcast. Il est encore audible, il est encore crédible. Enfin, vous soulignez à l'instant son impopularité. D'ailleurs, sur les affiches, hein, les candidats ne veulent pas sa photo. Hein. Il y a un effet repoussoir. Hein, vous savez, la politique, c'est ingrat, particulièrement lorsqu'on occupe les plus hautes fonctions. Il y avait eu un anti-sarkozisme jadis, il y a eu un anti-hollandisme. Eh bien aujourd'hui, oui, il y a un anti-macronisme. Et dans ce rejet, bien sûr, il y a l'usure du pouvoir, et dans ce rejet, il faut bien reconnaître que parfois, surtout quand le rejet devient presque une haine, il y a quelque chose d'un peu dérangeant même. Voilà, parce que ce sont des hommes, voilà, qui s'efforcent tout de même d'être au service du bien public, même si l'on n'est pas en accord avec eux. Mais en effet, le président devrait observer, comment dire, une position discrète, d'ailleurs qui correspondrait davantage à la conception et à l'attente que l'on a vis-à-vis d'un président qui est un arbitre qui doit rassembler et non pas un chef de camp qui doit diviser. Qu'il laisse ça à Gabriel Attal, qui en plus de ça a une très nette meilleure popularité que le président. Donc il laisse le Premier ministre monter au créneau, jouer son rôle de chef de la majorité, il le fait... Et prendre les coups avant de faire. Et prendre les coups, ce qu'il prend d'ailleurs avec beaucoup de constance et d'opiniâtreté. Voilà, on l'a vu hier dans le débat qui était organisé sur TF1. Et on ne comprend pas comment ce président, voyez, ne s'impose pas une stratégie du silence. Vous savez, un homme de communication très proche de François Mitterrand lui disait « Sachez gérer le silence ». Il faut de temps en temps être silencieux, se taire. Pourquoi la majorité présidentielle, ça ne décolle pas là? Il stationne autour, notre dernier sondage donne autour des 21%, il me semble. Alors, ils connaissent, heureusement pour eux, ils reviennent de l'enfer, parce qu'aux européennes, ils étaient à 14. La liste Valérie Hayek, 14. Donc là, en quelques semaines, ils ont tout de même vraiment... Ils ont remonté quelques points, mais et tout ils à ont fait su, distancés quand même. Et bien sûr. Ils sont dans la détestable position, dans le scrutin majoritaire à 2 tours, le troisième. Être le troisième, par définition, c'est la plus mauvaise des positions, particulièrement là où il y a des triangulaires. Hein. Vous êtes le troisième, c'est difficile de devenir le premier. Vous pouvez devenir éventuellement le second, mais le premier, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est une position difficile. C'est une position ingrate. Il paie une longue occupation du pouvoir, il paie quelques maladresses, mais voilà, il n'arrive pas à capitaliser sur ce qui a été un crédit tout de même. La France et les Français ont été, par exemple, extrêmement aidés par le pouvoir politique en place au moment de la Covid. Mais on a la mémoire courte parfois. Hein. Il n'y a pas d'effondrement. Il y a des problèmes, des difficultés de pouvoir d'achat, mais il n'y a pas d'effondrement du pouvoir d'achat en France. Donc il y a tout de même l'emploi s'est très nettement amélioré. Oui, autour des 7%, le chômage a reculé. Bien sûr. Tout ça a été oublié par les Français. Tout ça pourrait être porté de manière assez légitime au crédit de l'équipe sortante. Ça ne l'est pas. Il y a toujours un délai d'ailleurs entre l'amélioration objective de critères économiques et sociaux, le taux de chômage, etc., et leur prise de conscience dans l'opinion. Quand les Français s'en rendront compte, il sera peut-être un peu tard. Il sera trop tard, peut-être. Il y a le cas LR, quand même, aussi, qui était donc un parti politique très important, majeur dans le paysage politique français, en perte de vitesse, presque en voie de disparition. Les dernières intentions donnent 6%. Oui. Voilà. Alors, si vous voulez, le PS, qui était dans le même état de délitement, s'est refait une jeunesse peut-être un peu éphémère avec cette fameuse union du Front populaire. LR ne s'est pas inséré dans une union de ce type-là. Il cherche toujours à faire cavalier seul entre ceux qu'il quitte, Éric Ciotti et les amis d'Éric Ciotti, et une Macronie qui à un certain moment lui a fait les yeux doux, mais c'était pas suffisant pour séduire LR. Et donc ils se retrouvent dans un superbe isolement, mais un superbe isolement qui va leur coûter cher, parce que le risque de se retrouver comme un des plus petits groupes de l'Assemblée est un risque réel. Pour l'instant, ils sont crédités. Il faut être prudent dans les projections en termes de sièges, de 30 à 40 sièges. C'est tout de même pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est très peu. Le Front républicain,
Est-ce que c'est un sujet qui va s'imposer là d'ici la fin de campagne, De moins en moins. d'après vous? De moins en De moins. moins en moins, pourquoi? Parce que le Front républicain, qui était l'union de tous contre le Front national, Le barrage. voilà, le fameux barrage dit républicain, si vous voulez, il a pris, j'allais dire, de nombreux coups dans sa carrosserie. Quels sont ces coups? D'abord, si vous voulez, ce parti n'a plus le parfum de soufre qu'il pouvait avoir encore dans les années 80-90, lorsque Jean-Marie Le Pen le dirigeait et allait, par exemple, de provocation antisémite en provocation antisémite. Le RN a changé. Il s'est normalisé. Il s'est normalisé. Donc, il a mis des cravates. voilà. On l'a Voilà, vu c'est la à stratégie l'Assemblée. de la cravate. Sa stratégie de la Voilà. cravate, Il y avait c'est eu ça. d'ailleurs ce très Ouais. beau documentaire qui s'appelle La cravate sur un jeune du Rassemblement national. Mais c'est vrai, oui, oui, cette stratégie de la cravate a payé. Et puis, les gens parfois sont un peu lassés de voter uniquement contre. Ils se disent au fond, j'en ai assez. Vous voyez, ça m'a frappé de voir Pierre Arditi, je crois que d'ailleurs le Figaro en a rendu compte, Absolument, oui. homme de gauche, parlant très souvent avec son cœur et sa tête, dire j'en ai assez, quoi. J'en ai assez. On ne va pas me rejouer pour la xème fois le thème de la mobilisation antifasciste. Je suis opposé au RN, mais j'en ai assez, quoi. Une certaine forme de lassitude de cette mobilisation antifasciste, alors que le danger du fascisme n'est pas à nos portes. Je voulais revenir avec vous, Pascal Perrineau, sur la carte du vote RN issu des européennes. Vous êtes un spécialiste de la sociologie électorale. On va voir cette carte. Cette carte, elle est frappante parce que c'est l'étendue sur tout le territoire du Front National. Une France, RN, Rassemblement National, pardon, partout, sauf quelques îlots. Voilà. Notamment Paris. Alors c'est une carte étonnante parce que c'est une carte faite sur les 2044 cantons de France. Donc on a 2000 unités. Et vous voyez que dans l'immense majorité de ces unités, la couleur est violette, c'est-à-dire c'est le RN qui arrive en tête. Et qu'il y a quelques petites taches jaunes, ça, les petites taches jaunes, c'est la majorité présidentielle, c'est la Macronie. Alors vous voyez, ces petites taches jaunes, elles sont faibles en termes d'espace, mais elles sont importantes en termes de population, parce qu'on y retrouve à peu près toutes les grandes villes. C'est les métropoles. Voilà. C'est les grandes métropoles qui votent les métropoles heureuses, comme on dit, où les choses, au fond, vont plutôt on n'a pas mieux besoin de qu'ailleurs. prendre la voiture, Voilà. on peut se déplacer en Voilà. vélo, avec Voilà. les services publics, on n'a pas Voilà. le coup de... On a du pouvoir d'achat, on est relativement aisé, on sort sans problème au cinéma ou au théâtre, etc. Eh bien, ces métropoles relativement heureuses votent encore, oui, pour la majorité, et parfois, on le voit, par exemple, dans l'espace parisien, encore un peu pour LR, qui peut avoir les mêmes caractéristiques. On le voit dans l'ouest parisien, avec des zones comme le 16e arrondissement, ou Neuilly, etc., qui sont des terres privilégiées. Mais sinon... Et puis vous avez les taches rouges, mais vous voyez qu'il y en a très peu, les taches rouges. C'est les filles, quoi. Hein. Et les filles, c'est voilà. surtout dans... Bah oui, c'est surtout, en effet, ce sont les banlieues avec beaucoup de Français d'origine immigrée et de Français musulmans, parce que le vote et les filles est devenu peu à peu, ça c'est impressionnant, je n'avais jamais vu ça, un vote entièrement communautaire. 62% des musulmans qui sont allés voter ont voté en faveur de les filles. Je vous rappelle tout de même que Madame Manon Aubry, la patronne de la liste et les filles, faisait 9%. 62%. Donc c'est un vote communautaire qui est le vote, oui, en effet, qui est le vote des banlieues. Et puis, autre enseignement de ce vote, ce sont des régions qui n'étaient pas RN compatibles, si je puis dire. C'est-à-dire, on va revoir la carte, la Bretagne, le Grand Ouest, plutôt centriste, le Sud-Ouest, plutôt à gauche, historiquement. Oui. Tout ça, là, vous avez regardé, c'est tout de même incroyablement homogène. Jadis, on aurait vu apparaître, par exemple, dans l'Ouest intérieur, dans toutes les terres qui vont de la Vendée au Calvados, on aurait vu apparaître une tache bleu républicain. Elle a disparu. Hein, le RN est devant, en Vendée, qui est la base de la droite française. Hein, les terres de M. Retailleau, eh bien, voilà, le RN est devant.
LR et de loin. Et dans le Grand Sud-Ouest, qui est une terre radicale socialiste, des socialistes modérés, on dit souvent le socialisme du cassoulet, eh bien vous voyez que là aussi, hein, c'est la même chose. Donc ce Rassemblement national, c'est la grande leçon, est devenu vraiment un rassemblement qui mérite son adjectif. Il est vraiment national. Et cette implantation, elle est durable à vos yeux ? Oui, parce que vous savez, depuis le temps qu'on dit, vous allez voir, c'est une poussée de fièvre, ça va passer, beaucoup d'observateurs se sont rassurés en disant, voilà, le Rassemblement national n'a à peu près, en 30 ans, n'a à peu près cessé de monter, et depuis 2012, il monte de manière extrêmement vigoureuse pour atteindre la position presque hégémonique qu'il a aujourd'hui. Et puis, derrière, il y a des territoires en souffrance, il y a, j'allais dire, des intérêts territoriaux, sociaux, un mal de vivre, une recherche d'identité, de communauté extrêmement forte. Et ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il y a un an, je vais recevoir tout à l'heure Michel Auboin, il y avait les émeutes déclenchées par la mort de Naël à Nanterre. Vous pensez que ce déferlement de violence qui a été inédit dans son ampleur, est-ce que c'est resté dans les mémoires? Est-ce que ça a pu compter aussi dans ce vote RN? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, les Français, ils se souviennent de toutes ces émeutes. Surtout que ces émeutes ont été dans toute la France, jusque dans des petites villes et des villes moyennes, durant une semaine. Ça a laissé un souvenir parfois traumatique. Je pense à une ville, vous voyez, comme Montargis dans le Loiret. Montargis a été littéralement traumatisé par ces affaires. Et on a vu un RN très bien se porter dans des terres qui jusqu'alors étaient assez rétives à la pénétration du Rassemblement national. Donc oui, les émeutes ont servi le RN. Et espérons que la réaction des Français, ou de certains Français, à une éventuelle victoire, les choses peuvent évoluer, mais à une éventuelle victoire du RN ne se traduira pas par une résurgence de ces émeutes où certains égarés chercheront à récupérer par le pouvoir de la rue ce qu'ils n'ont été pas capables d'imposer par le pouvoir des urnes.